Jean-François Delfraissy, bonjour. Bonjour. Président du Conseil scientifique. Alors, vous avez rendu 2 avis, 42 pages, ce document. Vous répondez à 2 questions. Levée du confinement à quelles conditions? Déconfinement, quelles mesures prendre pour éviter un rebond de l'épidémie? Alors je vous pose la première question. Quelles conditions pour sortir du confinement? Vous dites il faut contrôler l'épidémie. Est-ce le cas? Est-ce qu'aujourd'hui nous contrôlons l'épidémie? Alors le confinement qui est quelque chose évidemment de difficile, et moi je remercie les Français d'avoir finalement accepté ce confinement, était nécessaire, on l'a vu, pour limiter le nombre de cas arrivant en réanimation, mais aussi pour faire baisser la vitesse de circulation du virus. Globalement, début mars, lorsque le confinement a démarré, on avait plusieurs dizaines de milliers de nouveaux cas de Covid au niveau français, avec un facteur qu'on appelle le R0 qui se situait autour de 3,4, qui est un indice qui permet de mesurer finalement la capacité et la vitesse de circulation du virus. Où est-ce qu'on va être début mai? Eh bien, nos suppositions et les calculs qu'on peut faire montrent que ce R0 va se situer autour de 0,6, donc vous voyez qu'il a considérablement diminué, et que le nombre de nouveaux cas, il faut prendre ça bien sûr avec prudence, mais va se situer plutôt autour de quelques milliers. Quelques milliers, c'est-à-dire on est passé de dizaines de milliers à quelques milliers. Et c'est fondamental parce que ça veut dire 2 choses. Premièrement que, au moment du déconfinement, le virus va continuer à circuler. Et ça, je pense qu'il faut que tout le monde en ait conscience, mais qu'il va circuler à petite vitesse et que tout l'objet est qu'il continue à circuler à petite vitesse, qu'on puisse vivre avec en dépistant les nouveaux cas, ces quelques milliers de cas journaliers que nous allons avoir. Alors l'objectif évidemment c'est le retour à un fonctionnement normal dans les services de réanimation dans les hôpitaux, situés notamment en zone épidémique. Alors nous allons attendre le plan déconfinement du gouvernement qui sera présenté demain après-midi par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale. Ce déconfinement, on le sait, débutera le 11 mai. Et j'ai une question toute simple à vous poser. Vous présidez le Conseil scientifique. Est-ce trop tôt le 11 mai ? Non, je pense qu'on est dans la zone qu'on avait indiquée. On avait indiqué au bout de plusieurs semaines et on avait indiqué autour de mi-mai. Donc voilà, on est dans la zone qui était indiquée. Ça sera la bonne date si nous avons tous les prérequis pour sortir du confinement. C'est-à-dire que c'est pas le problème tellement de la date. C'est le problème, est-ce qu'on a tous les outils de surveillance pour pouvoir sortir du confinement. Je veux dire par là, est-ce qu'il va y avoir des masques pour tout le monde? Est-ce qu'il y aura un très grand nombre de tests de diagnostic par PCR qui permettra de diagnostiquer de façon très très large, à la fois bien sûr les cas cliniques, mais les cas suspects, les personnes qui souhaiteront se faire dépister, d'une stratégie donc de test, un peu à l'allemande, comme cela a été réalisé, et puis qu'on ait également ce qu'on appelle les brigades, un peu, qui vont être capables d'aller repérer les personnes dépistées, de dialoguer avec elles, de voir les contacts qu'elles ont pu avoir, de les isoler, toujours selon leur volonté, bien sûr. Hein. Vous avez vu que dans l'ensemble des recommandations que nous faisons, eh bien, c'est toujours avec l'acceptabilité des personnes. C'est un élément vraiment fondamental sur l'ensemble des recommandations. Et puis enfin, l'utilisation de l'outil numérique. Donc, ce n'est pas tellement la date, il fallait bien fixer une date. Et il faut bien fixer un cap et un objectif. C'est se donner les moyens d'avoir un déconfinement dans de bonnes conditions. Bon, alors justement, déconfinement le 11 mai, oui, mais à condition d'être en posture de réussir ce déconfinement, évidemment. Je commence avec les masques. Faudra-t-il rendre le port du masque obligatoire partout en France ? Sur l'ensemble, ce sont des recommandations. Oui. Ce qui est recommandé de façon très forte, c'est que l'ensemble des Français puissent avoir accès aux masques, en particulier lorsqu'ils sont dans des lieux publics. Donc c'est assez large. C'est les transports, c'est quand vous travaillez, c'est quand vous sortez dans la rue. C'est avoir accès à des masques dits d'usage, entre guillemets, qui peuvent être soit des masques construits de façon artisanale, soit de façon industrielle, et qui, je le rappelle, et vous l'avez très bien rappelé lors du spot précédent, ont un intérêt de pouvoir
limiter la contamination pour les autres, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont continuer à être infectées par le Covid de façon strictement asymptomatique, qui ne sauront pas qu'elles sont infectées. Et c'est là où elles peuvent transmettre. Donc le port d'un masque protège les autres. Par ailleurs, ça protège quand même un peu la personne aussi. Et si vous avez 2 personnes qui portent des masques, eh bien ça additionne ce petit effet de protection. Donc ça doit également s'accompagner de la poursuite des mesures, évidemment, de distanciation. Je dis ça très simplement, c'est fromage et dessert. Bon, c'est fromage et dessert. Donc on porte un masque. Vous recommandez le port obligatoire du masque, par exemple dans les transports en commun, hein, par exemple dans les commerces qui accueillent du public, Jean-François Delfraissy? Tout à fait. Bien. Les Tout tests, à fait. oui. Ce sont des lieux publics, et donc tout ce qui est lieu public au sens très large du terme, les transports, la visite dans les magasins, la sortie en dehors de son domicile, oui, c'est le port d'un masque, c'est ce que nous recommandons. Donc il faut qu'il y ait suffisamment de masques. Bien. Les tests, maintenant. Qui devra être testé à partir du 11 mai? Vous dites test massif, politique massive de tests. Mais d'abord avec quel test? Parce que j'entends tout et un peu n'importe quoi sur les tests à la fois sérologiques et les PCR, mais qui devra être testé? Alors, quel type de test? On rappelle qu'il y a 2 types de tests. Les tests qui permettent de faire le diagnostic d'une infection et qui sont la détection d'un bout de virus sous une forme de génome du virus. On appelle ça le test RT-PCR. Ce test est assez compliqué, il nécessite un prélèvement qui n'est pas un prélèvement sanguin, mais un prélèvement nasopharyngé, mais qui est parfaitement possible. Il faut qu'on ait environ 150 000 tests par jour de disponibles sur de grandes plateformes qui sont en train de se monter, tant dans le public que dans le privé. C'est pas seulement avoir les plateformes, c'est aussi avoir l'endroit où on peut pratiquer ces tests, les laboratoires où on peut faire le prélèvement. Puis vous imaginez que le rendu de 150 000 tests par jour pose quand même des nouvelles problématiques. Là aussi, attention, c'est pas seulement faire les tests, mais c'est être capable de les rendre à la fois à chaque individu et d'avoir une vision nationale de l'ensemble. Donc ça, c'est fondamental. Par contre, les tests sérologiques, c'est la détection d'anticorps qui permettent de dire qu'on a été en contact avec le virus. Alors, ces tests, on sait maintenant que ce virus, après la première vague, eh bien, l'immunité en population, elle n'est pas si importante que ça. Elle est autour environ de 10%, avec évidemment des différences régionales plus importantes en région parisienne que ça ne peut être dans la région du Sud-Ouest. Donc ces tests permettent de dire, d'avoir une vision de ce qui se passe au niveau français, mais somme toute au niveau individuel, une portée plus limitée, puisque c'est seulement 10% des personnes qui ont été en contact avec le virus. Alors ces tests sérologiques sont beaucoup plus faciles à faire, il faut qu'ils aient une très bonne sensibilité, mais ils vont l'avoir. Et là, ces tests, on va les avoir sur des chaînes ELISA qui vont permettre de faire 100, 200, 300 000 tests par jour. Oui, mais on ne les a pas aujourd'hui, Jean-François Delfraissy. On ne les a pas en quantité. Écoutez, tout l'enjeu est maintenant, finalement, si je résume, dans notre avis numéro 6, oui. On dit ce qu'il faut faire. Évidemment, c'est plus facile à dire ce qu'il faut faire. Et maintenant, comment on le fait? C'est vraiment l'opérationnel qui est un élément fondamental. Avoir les tests. Avoir les tests, on les aura, je pense, vraiment. On était à 3000 tests début mars, on est à 45 000 tests par jour en ce moment, et il faut qu'on passe à 100 000 début mai et 150 000 probablement dans la deuxième quinzaine de mai. Donc je pense qu'on les aura. C'est ce qui pas m'inquiète, mais enfin ce qui me soucie le plus, c'est pas seulement d'avoir des tests, mais d'être capable de les rendre aux bonnes personnes, parce que l'objet finalement des tests, c'est de pouvoir dépister le plus vite possible ces quelques milliers de personnes qui vont s'infecter chaque jour, de pouvoir les regarder, les interroger, les isoler et à partir de là, joindre leurs contacts, les contacts qu'elles ont eus, soit qu'elles s'en souviennent en les interrogeant, c'est de l'humain, soit par l'intermédiaire de l'outil numérique. Bien. Parlons de la réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai. Votre recommandation, ce n'était pas l'ouverture. C'était une réouverture en septembre seulement. Pourquoi ? Alors, chez les enfants, il faut d'abord rappeler que c'est un sujet pas simple au niveau médical. Qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas ?
On sait que les enfants ne développent pas de formes graves. On sait que lorsqu'ils sont infectés, ils ont du virus en plus petite quantité que chez l'adulte, tant au niveau de leur salive ou de leur expectoration que de leur sel, c'est les petites quantités. Et on sait qu'ils ont finalement une transmissibilité qui est relativement faible, en particulier chez les plus petits. Les ados rejoignent plutôt le profil général des adultes. Donc l'objet est finalement de se dire que si on met des enfants dans une zone qui est plutôt confinée comme les écoles, il y a un risque de transmission au sens de la population qui est un peu plus important puisqu'ils sont ensemble. Alors pour les enfants, à vrai dire, ça n'a pas de grande importance. Puisque somme toute, s'ils développent un Covid, ils vont le faire de façon très simple et souvent de forme asymptomatique. Mais c'est plutôt que ces écoles peuvent constituer en dehors de l'école. C'est-à-dire que les enfants peuvent sortir, vont être au niveau familial, vont voir leurs enfants. J'espère pas trop leurs grands-parents, hein, malgré les... Je sais que c'est difficile, mais j'espère pas trop les grands-parents, mais peuvent être source d'infection. C'est la raison pour laquelle, je dirais d'un point de vue strictement sanitaire, nous avions fait une recommandation de poursuivre, je dirais, la fermeture des écoles. Inversement, il y a d'autres sujets que le sanitaire. Il y a des sujets sociétaux. Il y a un certain nombre d'enfants qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations même de sévices pour les enfants, en particulier pour certains milieux défavorisés, des petits appartements, des familles très nombreuses, où on est dans une zone où l'école publique représente finalement une sorte de havre de paix et de soupape de sécurité. Donc, c'est une décision qui a été prise par le politique. Une décision politique, Jean-François Delfraissy. Une décision politique. C'est une décision politique. C'est une décision politique. Alors vous faites des recommandations, puisqu'il y aura rentrée scolaire selon la volonté des parents, hein, je rappelle, rentrée scolaire différée selon les classes, je le rappelle aussi, vous faites des recommandations à l'intérieur même de l'établissement scolaire. Par exemple, les cantines. Quelles recommandations faites-vous pour les enfants ? Écoutez, on a essayé de commencer à constituer des morceaux d'impulse qui n'est pas si facile et oui, qui va se faire en avançant, on en a tous conscience. Hein. Je regarde par exemple les Allemands qui viennent de prendre la décision également de rouvrir les écoles à partir du 4 mai, sont dans la même stratégie que nous, c'est-à-dire très progressif, en apprenant en marchant, entre guillemets, et avec des positions d'abord pour les plus grands, et puis avec des écoles, avec des classes qui sont divisées par 2, etc. En ce qui concerne les repas, le problème est d'essayer de ne pas trop mixer dans une école. Alors c'est un enjeu, vous vous rendez compte, pas facile, oui, mais de se dire que si ensuite on a la survenue d'un cas chez un enfant dans une classe, comment fait-on ? Il faut bien sûr tester tout le monde, tester tous les contacts de la classe, fermer la classe. Et vous imaginez que plus il y a eu de contacts au niveau de l'école, plus on serait amené à fermer l'école dans sa totalité. Alors que si par exemple on est dans une classe qui est relativement pas confinée, mais fermée sur elle-même, où les enfants ne se mélangent pas, en particulier au moment de la cantine, et qu'on arrive dans certaines circonstances, pas partout, mais ça va dépendre beaucoup du régional, du local, de ce que pourront faire les mairies ou pas, eh bien d'avoir des paquets repas dans les écoles, sur place, au niveau de la classe, si on peut le faire, pourquoi ne le ferait-on pas ? Jean-François Delfraissy, est-ce que vous recommandez une ouverture de tous les commerces le 11 mai ? C'est une ouverture prudente, là aussi. Je voudrais dire que le 11 mai, mais je pense que les Français l'ont parfaitement compris. Hein. Les Français sont beaucoup plus intelligents qu'on veut bien nous le faire croire. Hein. C'est un leitmotiv chez moi, mais je le pense vraiment profondément. Hein. Ils ont compris que, premièrement, on n'allait pas passer du noir au blanc, mais du noir au gris foncé, puis ensuite au gris clair, et que tout ça allait se faire progressivement. Que donc, la vie ne serait pas tout à fait comme avant, après le 11 mai. Parce qu'il faut éviter qu'on ait une reprise de l'épidémie. Et inversement, il faut que la vie reprenne. On ne peut pas rester non plus dans le confinement. Ce n'est pas possible. Donc, les commerces vont reprendre.
en particulier les commerces où il y a la possibilité d'avoir des mesures de distanciation sociale, où il y a des rendez-vous qui sont possibles, où on peut limiter, on l'a bien vu pour les commerces de bouche par exemple, comment ça a pu se faire, y compris au niveau du confinement. Et par contre, il y a certains commerces où on se donne le temps de voir comment ça se passe. Je sais qu'il y a une très forte pression de la part des bars et des restaurants, mais soyons un tout petit peu quand même lucide. Ouvrir délibérément tous les bars à partir du 11 mai n'aurait pas été raisonnable. On sait que la distanciation sociale, en particulier pour les plus jeunes, va être très difficile. Donc l'idée est de se prendre un peu le temps de voir comment les choses se passent. Et ouvrir les bars ou les restaurants, à quelles conditions, dans combien de temps? Je sais bien qu'il est difficile de fixer une date, et vous n'allez pas fixer de date, Jean-François Delfraissy. Mais se donner combien de temps avant de prendre la décision? Écoutez, je n'ai pas à répondre. Là, il s'agit vraiment de décisions, une fois de plus, politiques. Le Conseil scientifique est là pour donner des orientations et puis un certain nombre de décisions, et c'est normal, on est en démocratie, qui relève du politique. Même chose pour le football professionnel, parce que c'est une préoccupation aussi nationale. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable de reprendre des matchs même à huis clos sans que les joueurs soient masqués, les joueurs allant au contact? C'est raisonnable ou pas? La réponse pour l'instant était non, puisque toutes les lieux où il peut y avoir du public de façon importante, eh bien, ne seront pas ouverts à partir du 11 mai. On se donne, je dirais, quelques semaines, on regarde ce qui se passe. Notre rôle est aussi d'indiquer quels marqueurs nous allons avoir durant cette période, je dirais d'ici la fin mai. Est-ce qu'on a des marqueurs qui sont positifs pour dire que finalement, eh bien, la vitesse de circulation du virus, elle reste autour de 0,6, de 0,8, enfin qu'elle ne dépasse pas 1 sûrement, qu'il n'y a pas de nouveau un certain nombre de patients qui recommencent à arriver dans les hôpitaux, ou bien au contraire, est-ce qu'on a des marqueurs d'alerte, et à ce moment-là, on resserre les boulons, peut-être sur tel endroit. Par exemple, on peut imaginer que s'il y avait de nouveau un cluster quelque part, on puisse être amené à prendre des dispositions de refermer de façon plus stricte à tel endroit et pas forcément au niveau national. Donc vous voyez bien que pour une série de questions, eh bien, je n'ai pas les éléments de réponse. Je sais que c'est difficile à entendre de la part des Français, mais ils comprennent bien, me semble-t-il, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on va apprendre avec eux. C'est eux qui sont aussi responsables de leur destin, si je puis m'exprimer ainsi. Dans l'ensemble des recommandations qui sont faites, ce sont des recommandations. Ce ne sont pas des obligations, et ça repose sur un truc fondamental, qui est la responsabilité individuelle d'un chacun. Oui, Jean-François Delfraissy, donc vous ne savez pas si le virus va disparaître avec l'été, vous ne savez pas si le virus va revenir à l'automne, et vous ne savez pas si nous pourrions retourner dans un confinement. Alors, ça, c'est autre chose. C'est une vision, là, qui est plus médicale. On est moins dans des aspects sociétaux et de santé publique. On sait que ce type de virus, en général, diminue très largement au moment de l'été, ces virus respiratoires. Est-ce que le corona va faire la même chose? Il y a un certain nombre d'indices qui suggèrent que ça pourrait être le cas, et vous savez également qu'il y a probablement un lien avec la chaleur et avec l'humidité, si on regarde ce qui se passe au niveau mondial. Donc on s'attend à avoir finalement une période assez sereine, peut-être pas trop sereine, parce que ça va dépendre évidemment de la latitude de chacun d'entre nous, mais pour la période de l'été. Par contre, à l'automne, c'est une vraie discussion, parce que ce qu'on a observé lors d'épidémies antérieures, pas de corona, mais de virus respiratoires, montre qu'il y a souvent une récidive au moment de l'automne, et donc une deuxième vague possible. Quand on sait que l'immunité populationnelle est relativement faible, évidemment, c'est un sujet. Par contre, vous avez vu que jusqu'à maintenant, on a très peu parlé médecine. On a parlé santé publique, isolement des personnes, mesures de distanciation. Mais somme toute, on n'a jamais
beaucoup parlé de médicaments. Y a-t-il, on peut imaginer qu'au mois de juillet, par exemple, on ait peut-être un médicament X ou Y. Nous n'en avons pas pour l'instant. Nous n'avons pas de médicament. Mais la recherche est en cours et qui est une certaine efficacité, en particulier à titre préventif. Préventif, je dis bien, pas curatif. 88 ou 89% des Covid vont bien. Donc, est-ce qu'il faut réellement les traiter? Mais à titre préventif, vous voyez bien que ça pourrait changer la donne, en particulier sur les populations les plus à risque. Car finalement, ce qui fait la gravité de cette maladie, c'est qu'il y a une fraction de la population qui est la plus âgée, qui peut faire des formes graves. Si on avait un médicament qui permettait de prévenir, qu'on puisse donner à cette population, dont je fais partie, eh bien je serais le premier à prendre un comprimé par jour si nous avions ça. Donc vous voyez que les choses peuvent évoluer. C'est pour ça que je comprends que ça soit difficile de se dire ce degré d'incertitude. Mais je le partage avec vous tous. Nous avons un degré d'incertitude, la recherche avance et il y aura probablement un certain type de solution qui peut-être ou pas arriver à partir de l'été. Merci Jean-François Delfraissy d'avoir accepté d'être notre invité ce matin. Nous allons attendre maintenant le plan de déconfinement présenté par le gouvernement demain après-midi. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Merci RMC et BFM TV, il est 8h55. Merci. Merci.